Alors j'ai voulu effectivement aborder ce thème parce que finalement, j'ai vu que dans le service et tout, enfin c'était quand même assez souvent fait et qu'il y a eu l'année dernière plein de données qui nous montrent que des fois il faut, des fois il faut pas. Donc on va essayer de réfléchir ensemble pour vous sortir avec les idées bien claires. Alors cette dame par exemple, 84 ans, donc elle a eu un syndrome coronaire aigu avec un stent. Elle est traitée, elle a un bon traitement, le traitement basique de l'insuffisance cardiaque, basique, il y a tout. Et on doit lui enlever une dent. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez l'aspirine, 3 jours, 10 jours, relais, vous poursuivez? Vous poursuivez. Bon, c'est bien. On doit lui enlever 2 dents. Vous faites quoi? Vous poursuivez? Ok. On doit lui enlever 3 dents. Donc normalement, 3 dents, il ne faut pas. Mais donc, vaut mieux dire au dentiste de ne pas enlever les 3 dents d'un coup. Hein, parce qu'en plus, après, c'est... parce que 3 dents, normalement, il faut arrêter. Et on va voir que quand on arrête, on fait prendre un risque. Donc, si vous voyez un dentiste qui dit « j'enlève 3 dents », il faut changer de dentiste. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a des recommandations et que c'est marqué partout. Hein. Le traitement pour des soins dentaires n'est pas justifié. Le traitement pour de la chirurgie, de la parodontie, de l'implant n'est pas justifié. Alors moi, c'est ce qui est écrit, mais moi j'ai plein de patients qui m'appellent et me disent « mais mon dentiste il m'a dit d'arrêter ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que c'est vrai que le dentiste, lui, ça va être plus embêtant, ça va saigner, il va avoir de l'hémostase à faire, mais vraiment, n'est pas justifié, c'est marqué partout. Donc on fait prendre un risque, je vais vous montrer, on fait prendre un risque si on arrête juste pour un soin, parce que le dentiste ne veut pas s'embêter et ne veut pas mettre 10 minutes de plus. Alors, notre collègue, il est parti, notre collègue de digestif? Il est parti. Donc vous allez, comme ça, lui aurait dû avoir bon, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sous aspirine? Colo? Est-ce que c'est pareil que l'anticoagulant ou pas, l'aspirine? Donc, il y a des doutes, là. Hein, et en fait, vous faites quoi? Est-ce que vous avez des malades qui ont des colos? Dans le doute, vous arrêtez? Bon, donc c'est bien, vous avez bien fait de venir. Chirurgie thoracique. C'est lourd, chirurgie thoracique, ouais. La cataracte. Ça, on est à peu près tous d'accord, la cataracte, on sait qu'il ne faut pas arrêter. Prothèse de hanche. Il y en a un qui est en orthopédie devant, il a dit non. Hein, donc, a priori, effectivement, c'est non. Mais ça dépend de l'anesthésie du chirurgien. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des recos, mais que chacun, en fonction de sa trouille, son temps, son machin, fait des trucs différents. Et donc, on voit bien dans les réponses que c'est pas aussi tranché que ce qu'on aimerait. Neurochir, là quand même, la neurochir, ça va saigner. Hein. Donc, vous voyez que même la colo, quand on regarde les recommandations, qui ont été, là, je vous ai mis les dernières de 2018, alors ça va dépendre de l'indication de l'aspirine. Mais aspirine en prévention primaire, on va reparler, parce que Mme Forette m'a demandé que je vous fasse aussi les indications. En fait, c'est rarement indiqué en prévention primaire. Donc, on ne se pose pas la question, mais s'il faut l'arrêter, de toute façon, il faut l'arrêter. Donc, si le patient a été en prévention primaire, effectivement, comme l'aspirine a moins d'intérêt, on arrête. Mais l'aspirine en prévention secondaire, là, c'est majeur. Et donc, vous voyez que le plus souvent, il faut poursuivre en fonction du risque hémorragique, mais faible, intermédiaire, on poursuit. Et c'est vraiment les chirurgies, les gestes élevés où on va arrêter. Mais le plus souvent, on poursuit. Donc, les recommandations, vous voyez que quand est-ce qu'on arrête? La neurochirurgie, les chirurgies délabrement importants, notamment urologiques des fois, la chirurgie hépatique, thoracique et certaines endoscopies. C'est là que c'est compliqué parce qu'il a raison. Si c'est que du diagnostic, qu'on va faire juste une biopsie, on continue. Si on tombe sur un gros truc, un polype supérieur à 1 cm, là, il ne faut pas qu'il y en ait. Donc c'est toute la difficulté. Si c'est juste, surveillance colo, parce qu'il y en a dans la famille ou qu'il n'y a pas grand-chose, le plus souvent, on peut ne pas arrêter. Si vraiment on sait qu'il y a un polype qu'on va enlever, là, il vaudra mieux arrêter. Donc ça, c'est l'HAS le plus récent. Donc vous voyez que l'ophtalmo, poursuivi, sauf le glaucome. Mais toute la chirurgie
on poursuit l'aspirine. L'urologie, le plus souvent, ça saigne. Je vous ai dit, ça fait partie des chirurgies qui saignent, donc on interrompt. Chirurgie vasculaire, c'est des gens à haut risque vasculaire. Si on arrête, ça risque de se compliquer, donc il faut poursuivre, parce que sinon ils vont faire un problème vasculaire. Neurochir, il faut arrêter. On n'a pas souvent des gens opérés en neurochir, mais c'est même 5 jours, c'est encore plus long que les 3 jours habituels. L'orthopédie, il avait raison, il faut poursuivre, c'est marqué. On poursuit l'aspirine. Même si l'onction opère un col. Alors l'ORL aussi, ça saigne pas mal, l'ORL. Donc vous voyez que là, il recommande d'interrompre. Et là, dans la chirurgie dentaire, tout le monde est d'accord, il faut poursuivre. Donc l'endoscopie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La plupart des endoscopies, le verre, c'est là où on peut le faire. La fibro, la colo, avec biopsie. Mais voilà, si on arrive là où c'est risque élevé, c'est le polype gros, où là, il vaudrait mieux arrêter le plus souvent. Mais malgré tout, vous voyez que là, ils mettent quand même une petite étoile, qu'on peut le faire avec des mesures préventives et tout ça. Donc le plus souvent, les colos, on peut le faire sous aspirine. Alors des fois, on a des gens qui sont sous bithérapie, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut arrêter la bithérapie ou pas ? Le plus souvent, quand il y a une bithérapie, il y a eu un stent, il ne faut pas que le stent se bouge. Donc si on peut, il faut différer l'intervention, voir si on ne peut pas la refaire quand la bithérapie aura été arrêtée. Si vraiment on est obligé de faire la bithérapie, on reprend le risque, faible, intermédiaire, élevé. Si on est à faible risque, eh bien, on va faire l'opération avec les 2 antiagrégants. Si ça risque de saigner, on va interrompre, mais là, on prend un risque cardiovasculaire pour le patient. Donc, c'est très rare qu'il faut faire ça. Le plus souvent, on diffère. Et si on n'a pas le choix, on essaye on fait l'intervention avec les 2 antiagrégants. Donc, vous voyez que finalement, on arrête assez rarement, sauf sur certains, on a vu lesquels. Quand on arrête, normalement, c'est J-3, dernière prise. C'est pas 3 jours avant, c'est dernière prise, 3 jours, J-3 pour l'aspirine, un peu plus pour le clopidogrel, ticagrelor, encore plus pour le prasugrel, mais vous savez que le prasugrel, on ne le donne pas chez les gens de plus de 75 ans. Et si c'était de la neurochir, on ajoute 2 jours. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était J-5 tout à l'heure. Donc, en général, dernière prise J-3 si on décide d'arrêter. Mais il faut bien comprendre qu'il y a potentiellement des risques. Donc, il y a pas mal de littérature sur quand on a arrêté l'aspirine chez des gens qui la prennent en prévention secondaire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a même des essais randomisés, vous voyez, ça c'est une étude randomisée où ils ont regardé des gens qui se sont fait opérer, ils ont arrêté, ils ont continué l'aspirine, donc ils ont arrêté placebo, ils ont continué aspirine. Il n'y avait pas photo. Vous regardez les événements cardiovasculaires. Si on est sous aspirine, on n'en fait que 2%. Si on est sous placebo, 9%. C'est énorme. 80% d'événements en plus si on a arrêté par rapport à si on a continué. Pareil pour le cérébrovasculaire, 3% de ce côté-là, 9%, 3 fois plus si on a arrêté. Donc on fait prendre un risque quand on arrête. Le traitement, oui, il a suffi que 100 et 100 patients dans un essai randomisé pour qu'il y ait une telle différence. Et le bénéfice sur le risque hémorragique, dans cette étude qui était super, belle étude randomisée, vous voyez que sur le risque hémorragique, finalement, il n'y a pas de petit p significatif, sauf le remplissage. Ça ne saigne pas tellement plus, si on fait attention et tout. Donc, on fait prendre un risque, 3 fois plus de risque aux patients de faire un événement cardiovasculaire. Et finalement, même l'intervention se passe bien quand l'anesthésiste et tout le monde est prévenu et prend son temps. Donc ça, c'était la première étude. Il y a eu d'autres études chez des gens chez qui on a arrêté, parce que là, il fallait arrêter. Ils ont saigné, ils avaient un ulcère. Donc effectivement, il fallait arrêter. Mais du coup, quand on arrête... alors ils avaient quand même... Là, c'était des ulcères qui saignaient pas trop, puisqu'ils avaient autorisé le groupe placebo. Beaucoup moins d'événements sous aspirine que sous placebo. Donc il faut vraiment avoir des bons arguments pour arrêter, puisque même quand on continue l'aspirine, il y a moins d'événements. Alors tout ça, c'est des événements cardiovasculaires. Effectivement, il y avait un peu plus d'hémorragie de l'ulcère, mais l'ulcère, ce n'est pas des hémorragies mortelles, et de l'autre côté, c'est des événements cardiovasculaires mortels. Autre étude, là, le suivi est plus long que dans celle d'avant, puisque c'est mortalité cardiovasculaire à 2 ans, 7 fois plus de mortalité cardiovasculaire si on arrête l'aspirine pour un problème d'ulcère ici aussi, d'ulcère. Ouais. Donc vous voyez,
pas de chance quand on a un ulcère, mais il faut vraiment arrêter le minimum de temps parce que sinon, c'est pour ça que j'ai parlé et je vais en reparler, d'éradiquer l'hélicobactère pour pas que ça recommence parce que sinon, 7 fois plus d'événements cardiovasculaires, c'est énorme. Hein. Et oui, cette littérature, elle est très importante. Hein. Ça, c'est un très gros travail des Anglais publié dans le BMJ. Donc, ils regardent sur des grosses bases de données anglaises, hein, près de 40 000 personnes, ceux qui vont pas arrêter l'aspirine de façon transitoire. Alors là, c'est tous les arrêts, hein, c'est pas seulement l'ulcère, mais c'est des fois justement le dentiste, c'est des fois une petite hémorroïde, des petites choses comme ça. Et quand on regarde le résultat ajusté, vous voyez, il y a 43% d'événements cardiovasculaires en plus, si on a arrêté l'aspirine. Donc vraiment, en population. Et puis ce chiffre de 43%, il est retrouvé dans tous les groupes, moins d'un an, 30 jours, un an, plus d'un an, partout. Quand j'ai arrêté l'aspirine, il y a toujours un moment, je risque de faire un événement cardiovasculaire, 43% en plus. Puis c'était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont fait le sous-groupe en fonction de l'âge. Et chez qui c'est le plus grave quand on arrête l'aspirine? Nos patients âgés. Hein. Plus on est âgé, 75 ans, vous voyez que là, ce n'est pas 43%, c'est 96%. Donc c'est encore plus important chez les patients les plus à risque de faire des maladies cardiaques. Ils bénéficient du traitement préventif par l'aspirine. Donc si je leur arrête, eh bien j'augmente, vous voyez, de 96% le risque de faire un infarctus du myocarde. Et puis tout récemment, il y a eu cette énorme étude suédoise, publiée dans Circulation là, à la fin de l'année dernière, 600 000 personnes. Donc, ils prenaient de l'aspirine, suivis pendant 3 ans. Et ils ont regardé, ceux qui sont en vert, c'est ceux qui ont gardé l'aspirine, donc qui font moins, tout ça, c'est les événements cardiovasculaires. Ils font moins d'événements cardiovasculaires. En jaune, c'est ceux qui l'ont arrêté un petit peu, puis qui l'ont repris, puis qui l'ont arrêté un petit peu, ils sont au-dessus. Ils en font plus que ceux qui le gardent tout le temps. Et puis en rouge, c'est ceux qui vont l'arrêter complètement, qui en font encore plus. Donc, vous voyez qu'il y a une relation très linéaire. Je garde, je fais moins d'événements. J'arrête complet, je fais beaucoup d'événements et j'arrête de temps en temps, je suis entre les deux. Hein. Donc il y a une relation très linéaire, il faut vraiment tout faire pour, si on est obligé parce qu'il y a une hémorragie, on arrête transitoirement mais le plus court possible, et puis ne jamais arrêter complètement alors qu'il y avait une indication. Et quand on regarde, c'était le moment où il y a eu l'événement. Alors cette étude-là, c'était surtout au début. Vous voyez, ceux qui ont continué n'ont pas fait beaucoup d'événements. Et puis ceux qui ont arrêté, oui, c'était surtout au début, hein, dans les 20 premiers jours. Hein, que là, il y a une augmentation. Et puis après, ça redevenait plutôt en plateau. Donc on fait prendre un risque. Et ça, c'est embêtant parce que des fois, on se dit, je vais arrêter quelques jours. Mais même quelques jours, c'est surtout au début qu'il y a potentiellement un risque. Donc c'est quand même ballot de faire un infarctus ou un AVC juste pour se faire enlever une dent, quoi, hein. Or, moi, la semaine dernière, il y avait un patient qui m'a appelé pour me dire mon dentiste m'a dit d'arrêter. Alors après, regardez quels étaient ceux qui bénéficiaient, chez qui il y avait tout le temps des événements. En fait, il y a tout le temps plus d'événements quand enfin moins d'événements quand on garde l'aspirine, sauf les gens, c'est assez logique, qui sont déjà sous anticoagulants. Si on arrête l'aspirine mais qu'il y a encore l'anticoagulant, l'anticoagulant fait quand même le rôle protecteur. Alors, on en a parlé tout à l'heure, cette patiente, elle passe en FA. Qu'est-ce que vous faites? Donc, elle est sous aspirine 100, elle a eu un stent il y a 5 ans. Donc, FA plus coronaire, vous mettez aspirine plus anticoagulant? Vous arrêtez. Mais il y en a quand même qui ont dit oui. Alors après, vous ne mettez pas l'anticoagulant tout seul? Si, B. Personne ne fait le C. Personne ne fait le D. Ouais, donc effectivement, vous avez raison, parce que je l'ai entendu il y a 5 ans. Hein. La bithérapie, c'est ce qui est marqué dans les recommandations. Les patients âgés sont ici à haut risque hémorragique. Donc quand on est à haut risque hémorragique, on entoure. Alors on fait effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le plus court possible trithérapie après le stent. Même maintenant, des fois, on ne le fait même plus, ça, mais sinon, oui, c'est 1 mois de trithérapie. Après la bithérapie, anticoagulant et antiagrégant, jusque-là, 12 mois, et après que l'anticoagulant. Et donc ça, c'est souvent quelque chose, une erreur qui est faite. Hein. L'aspirine est là depuis des années pour une plaque, pour des choses. Et puis, au moment où on passe en FA, on traite et on oublie d'arrêter l'anti-agrégant. Donc très clairement, il faut ne pas maintenir la bithérapie dans ces cas-là. Alors, dans quelle indication on a pour l'aspirine? L'aspirine, vous le donnez chez quelqu'un qui a fait un infarctus? Obligatoire. Vous le donnez chez quelqu'un qui a fait de l'artérite?
Ouais, on est en prévention secondaire. Vous le donnez chez un hypertendu? Non. Vous le donnez chez un diabétique? Plutôt oui, plutôt non. Alors plutôt oui, c'est qui? Levez la main. Et plutôt non? Donc c'est plutôt non chez le diabétique. Chez le diabétique, en fait, ça va dépendre du risque cardiovasculaire. En général, en prévention primaire, non. Mais s'il est à haut risque cardiovasculaire, ce qui arrive quand même assez souvent, les recommandations disent oui. La plaque, 30%, plaque carotide, vous donnez ou pas? Levez la main ceux qui disent oui. Une petite plaque. Ok. Une sténose, vous auriez donné? Sténose à 70%? Ouais. Donc effectivement, la plaque, c'est plutôt la statine. Par contre, quand il y a une sténose, on peut donner l'aspirine, même en prévention primaire. Donc les recommandations, on est bien en prévention secondaire, maladie coronaire, l'AVC, les maladies, donc l'athérosclérose de la crosse aortique, ça, chez le gens âgés, on ne fait pas souvent le TO, donc on ne le voit pas trop. Par contre, la sténose carotide, je vous ai dit, sténose carotidienne, oui, et l'artérite des membres inférieurs. Ça, c'est les recommandations de l'HAS. Et donc, vous voyez que si on n'est qu'en prévention primaire, c'est marqué que ce n'est pas recommandé uniquement en prévention primaire. En France, on a écrit que ça n'était pas recommandé, sauf risque cardiovasculaire élevé. Donc, c'est assez rare qu'on soit en prévention primaire pure et sans risque cardiovasculaire. Mais les gens âgés, quand même, des fois, ont quand même un risque cardiovasculaire parce qu'ils ont le diabète, justement, ils ont l'hypertension, ils ont du cholestérol, ils ont tous ces facteurs de risque-là. Et des fois, ils ont en plus une plaque. Et donc, tout ça fait que leur risque cardiovasculaire pourrait faire discuter, même en prévention primaire. Et donc, vous voyez que la plaque en systématique, non, sauf si au risque cardiovasculaire. Et la sténose, l'aspirine, plutôt oui. Donc, sténose, oui. La plaque, normalement, non, sauf s'il est jugé à haut risque cardiovasculaire. Le diabète, on a dit plutôt non s'il n'y a que le diabète, mais vous voyez que sinon, diabète à haut risque cardiovasculaire, oui. Et en France, diabète à haut risque cardiovasculaire, oui. Donc, pour le diabétique, il faut prendre en compte le risque cardiovasculaire pour dire si on donne. Et vous voyez qu'il y a eu sur la plaque des nouvelles recommandations, là, ça c'est 2016, ou si on a une sténose, ce que je disais, une sténose significative, donc une plaque significative, même au carotide, à ce moment-là, on est jugé à haut risque cardiovasculaire. Alors, est-ce qu'il y a une particularité du sujet âgé sur ce que je vous ai dit là? Non. Les recommandations que je vous ai montrées sont aussi bien pour les plus jeunes ou les plus âgés. Donc il faut faire attention effectivement à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les antécédents digestifs, faire de l'évaluation du bénéfice-risque, connaître les interactions médicamenteuses. Et il y a un médicament qu'on utilise beaucoup qui joue sur l'agrégation plaquettaire, sur les plaquettes, qu'on ne connaît pas toujours, c'est les IRS. Les IRS, ça a une action sur l'agrégation plaquettaire. Et donc, quand vous mettez de l'aspirine plus un IRS, vous augmentez un petit peu le risque hémorragique. Ce n'est pas une contre-indication, mais il faut le connaître parce que des fois, on n'a pas besoin de continuer l'IRS après 1 an, par exemple, de traitement. Et donc, ça peut être un élément chez des gens qui saignotent un petit peu, vous ne savez pas trop, d'arrêter l'IRS si c'est possible. C'est mieux que d'arrêter l'aspirine, parce que vous avez vu les dégâts que ça fait quand on arrête l'aspirine. Pour finir, comment est-ce que, quand on prend de l'aspirine, comment on a vu qu'il ne faut pas arrêter, donc comment est-ce qu'on fait pour réduire le risque hémorragique? C'est quoi les méthodes pour arrêter réduire le risque hémorragique avec l'aspirine? Donc il y a la dose. Quelle dose on va vous donner chez des gens âgés? Est-ce qu'il y a une différence entre 75, 100, 160, 300? D'efficacité? D'efficacité, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y a une différence sur la tolérance? Ouais, 75 saigne moins que 300. Donc chez nos patients âgés, le 300 simplement, ça pourrait être dans la FA, mais maintenant comme on ne donne plus d'aspirine dans la FA, c'est fini. Donc effectivement, maintenant, 75 fait moins saigner, ça a été montré dans toutes les études. Quand on regarde les groupes, vous voyez, entre 300, 100 et 100, 300 chaîne plus, 200 entre les deux et 100 ici.
Et 75, vous voyez qu'ici, je saigne moins avec le 75 par rapport à 100 et 300. Donc, il y a vraiment, autant pour l'efficacité, il n'y a pas de différence, autant pour la tolérance, plus la dose est petite, mieux c'est. Donc, ce n'est pas très compliqué en gériatrie. On va utiliser le 75 mg. Alors, aspirine, vous donnez de l'IPP systématique ? Donc, pas systématique, effectivement, parce que les IPP ont aussi des effets secondaires, hein, néphropathie, ostéoporose, clostridium. Donc, on n'aime pas donner l'IPP systématique pour une monothérapie. Donc, dans quel cas on va donner l'IPP ? Donc, l'IPP, c'est effectivement celui qui a une double antiagrégation. Hein. 2 antiagrégants, ou un antiagrégant et un anticoagulant, il faut donner un IPP, quand il y a 2 antithrombotiques. Et après se posent aussi les questions des patients qui ont déjà fait un ulcère, qui prennent des anti-inflammatoires ou qui ont une symptomatologie de reflux. Et puis vous voyez qu'il y a cette histoire d'Helicobacter pylori. C'est une possibilité, une recommandation. Vous voyez que chez des gens qui ont déjà saigné ou qui ont déjà eu un ulcère, dans ces recommandations américaines des gastro-entérologues, ils proposent effectivement d'aller chercher l'Helicobacter pylori, ce qui fait que s'il est positif, vous vous éradiquez et vous avez très peu de chances que votre patient saigne. Et donc après, il sera traité par des antiagrégants et vous êtes tranquille. Alors effectivement, comme nous l'a dit notre collègue, des fois on ne trouve pas, on trouve 1 fois sur 3 ou un peu plus des fois. Mais si on trouve, c'est jackpot, parce qu'à ce moment-là, vous éradiquez et vous pouvez garder vos traitements antiagrégants, vous serez tranquille. Dernier point, c'est la partie de l'observance, parce que prendre un médicament tous les jours en chronique, c'est compliqué. Et donc, il y a peut-être des méthodes pour améliorer l'observance avec l'aspirine. Donc, la meilleure façon d'améliorer l'observance, c'est que ça ne saigne pas. Hein, si les gens... Vous avez dû avoir des patients qui vous disent « j'ai des ecchymoses partout, est-ce que je ne peux pas faire l'aspirine 1 jour sur 3, 1 jour sur 2 parce que j'aime pas avoir ces bleus-là ». Donc effectivement, le message de la petite dose, très clair. Après, vous savez que maintenant, il y a des aspirines qui sont avec une protection digestive. Et donc là aussi, il a été démontré, notamment tout récemment dans une présentation à Congrès européen de cardiologie, que les formes qui protègent, gastroprotectives, il y a un peu moins de complications digestives. Donc c'est aussi un avantage d'utiliser ces nouvelles formes gastroprotectrices. Ensuite, il y a possibilité, il y a quelque chose qui pourrait compliquer l'observance, c'est souvent on donne du cardégique en sachet, et le sachet, c'est pas la meilleure façon d'avoir une bonne observance. Parce que le sachet, des fois, on ne le met pas dans le pilulier, par exemple, et puis le sachet, on ouvre, on ne met pas complètement la bonne dose. Et donc, possiblement, maintenant, il y a des formes d'aspirine en cachet, et donc, possiblement, ça peut être plus facile. Alors, il y a des patients qui sont très attachés à leur sachet, et puis, moi, j'ai pas mal fait des switch où les gens ils trouvent que c'est plutôt plus pratique, et du coup, au moins, on le met dans le pilulier, on sait que ça n'a pas été oublié pour favoriser l'observance. Et puis le truc principal, c'est ce que je vous dis au début, il faut vraiment que le médecin il soit bien éduqué à savoir qu'il ne faut pas arrêter l'aspirine parce que j'ai eu un petit bleu, parce que j'ai quoi que ce soit, parce que, rappelez-vous des chiffres, hein, vous augmentez le risque d'événements cardiovasculaires si vous faites un arrêt de l'aspirine. Donc pour conclure, l'aspirine prévention secondaire obligatoire, c'est un bénéfice majeur, parfois en prévention primaire si on est à haut risque cardiovasculaire et notamment diabétique. Et puis vraiment, rappelez-vous de tout ce que je vous ai montré, il ne faut pas arrêter le traitement pour un petit quelque chose qui n'en vaut pas le coup, parce que vraiment, éviter une ecchymose pour se taper un AVC après, c'est une catastrophe. Et vous avez vu les données de la littérature, il y a plein d'arrêts, et donc c'est pour ça qu'on voulait refaire ce focus aujourd'hui. Je vous remercie.